Alors, je fais une petite description, comme ça, pour la description du livre, si vous voulez. Supposez qu'on ne lise pas d'abord ce qui est écrit, mais tournant les pages, que l'on considère la disposition linéaire en représentant les lignes ou vers par des traits, un dessin, les distiques par, les tercets par, et paquets de tercets, etc. On aurait sous les yeux une sorte de textile, filament propre à être tissé, comme on parle de subjectile pour un peintre, une peinture, simple et précieux, l'étoffe, une partition comme prête à recevoir le verbal, ses vocables, les mots, un charme pour les charmes. Envers toi, l'envers, envers, en, un, vers toi. Je lis, alors je ne donne pas les pages, tout à coup je fais des citations de François. Entre deux langues, on entrevoit parfois ce qu'il en est, des entrefaites, la maison croule et à côté du. Envers toi, en nos deux langues, entre les deux langues, il y a le monde, comme ce qui s'entrevoit, s'entrefait, des intervalles du temps, donc parler ou non, aphasique, réticent, retenu, s'écoutant, se traduisant l'une vers l'autre, se confiant, hésitant peut-être, confidente. Tout le liminaire, la page 7 serait ici à écouter très lentement, c'est ce que François va faire, et le poème vocatif aussi de la quatrième de couverture, qu'on a décidé finalement de donner comme quatrième de couverture, c'est plus beau et plus simple. Page 7 par exemple, c'est le début, donc entendre, utter or not, ce que tu auras dit, c'est me rendre non pas autre, mais où le temps apprend la langue de la réponse. Et dans le même, un vers, ça semble sans violence, visage des élans arachniens, dont la prose en moi aiguise l'avidité. L'entre-là, une intimité surprenante, se trame. Intime est un superlatif, et on se rappelle comment Augustin se conjugue au comparatif, intérieur, intimo, une intimité non dialogante, non pareil à la confidence qui s'échangeait avec le confident, ce personnage clé du théâtre au XVIIe et encore au XVIIIe siècle, mais où l'âme sœur et la sœur âme se murmurent de l'intimité des deux en chacun. Peut-être aussi le duellum du duo en chacun. Je tâtonne un peu dans la formule, d'écrire un petit peu ça. En même temps que s'ouvrage, une figure de Marie, autoportrait par le plus proche, oui, dire, bouche à oreille, insensé, complexe. La deuxième partie de la page 17 à 63 aligne une séquence de 28 fois 10 tercets. Le poème à chaque page, recto verso, comporte 10 tercets sans titre, plutôt comme la table l'indique, dont l'incipit à chaque fois procurerait le titre. La page 45 demanderait un dépli minutieux. Dans les 4 derniers tercets, il m'a été donné une fois, ce désistement, donc bouche touchée de bouche. Et j'arrive pas à dire. Ah oui, c'est justement. Oui. Annule, c'est ça, annule. Et là, et le nom, et la teneur, à la simple trigger du temps factice, from the very instant we kissed, sous le vrac à classer pour en vivre allette, ma vie encore à clore. La troisième partie enchaîne, de 67 à 80, 15 pages de distiques isolés, un par page, puis de 82 à 126, des distiques en pile. Je cite la page 81, possible évidemment, exemplaire de concision oxymorique, mais de la condensation d'un seul contre-dire, sens et contre-sens et contre-sens adjointé. Si on le lit lui seul, sans le... Ô, le cœur promis. Où je peux lire ô, le cœur promis, où est à un ô, le cœur, je suis promis. La quatrième partie change de rythme et de textile, on dirait de la prose rompue, des strophes transcriptives en continuité prosaïque, refusées.
Deuxième strophe, page 135, un refus de l'enchaînement prosaïque, autrement dit du récit, de la confession autobiographique, pour une remise au secret par la scansion, telle que l'alinéa fait une invisible cloison isolante permettant d'isoler une citation, une citabilité de logion ou logia pro verbio. Je souligne que l'insipide de toute cette série, page 129, est un vocatif du nom propre de toi et dans la forme d'un parfait alexandrin ronsardien. Mary, Marie, si la tendresse était sœur de la foudre, j'entendais, lisant comme souvent dans ce livre magnifique, ô Marie qui voudrait votre nom retourner, trouverait aimé. Alors je termine ainsi cette présentation, peut-être déjà un peu trop longue, pour rappeler au lecteur que François Cornillat est un magnifique 16e-iste, entouré de quelques magnifiques 16e-istes qui sont ici, et que la facture de 20 poèmes condense le précieux de cette archéologie. Pétrarchisme évoquait Martin Rueff, pas de toi et moi, ni de elle et lui, pas non plus d'élévation ou d'exaltation de l'or, dame de loin, mais une dame de très près, qui demeure à demeure la voix haute dans l'autre langue. Moi le sophiste, c'est toi le sophiste. Merci Michel pour cette belle présentation du livre. On va procéder de la manière suivante. On va laisser une large place à la lecture par François Cornillat de ses poèmes qui vont nous faire entendre la part audible justement de cette poésie, parce qu'il y a aussi une part pour l'œil. Peut-être qu'on en reparlera, mais je vous montre juste par exemple ce poème. Je ne sais pas si vous voyez cette bouche ou autre chose qu'on veut. Il y a toute cette part pour l'œil qui tient aussi à d'autres aspects de la graphie et de cette poésie qu'on évoquera aussi, je pense, par la suite. Mais donc, la part, évidemment, pour l'oreille est particulièrement importante. Donc, c'est celle-là que tu vas nous donner. Je vais essayer, en tout cas. Merci. Merci à Michel, à Tiffaine, à Claude d'avoir organisé cette rencontre. Merci à vous d'être venus. Au-delà du merci, il y a bien sûr cette personne, Mary Jean, à qui ces poèmes sont adressés, vers qui ils ont été écrits et qui n'est pas là aujourd'hui. Donc je vais simplement lire, et comme Michel fait l'amitié, l'honneur de présenter les 4 parties, ça me simplifie la tâche, donc je me borne à lire. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire que de lire. Et bien sûr, je serai très heureux d'entendre commentaires ou questions. Alors c'est aussi, j'inaugure des lunettes à double foyer, donc je ne sais pas comment ça marche, mais on va voir si je m'en tire. Voilà, donc la première partie, c'est simplement, en effet, une introduction. La cervelle avertie se replie pour que rien n'apparaisse. Méconnaissance, cautérisée. S'être parlé, c'est moins briser ce charme que perdre et reprendre haleine, en un souffle où se frôlent les cils, où plus rien n'est donné à briser, quoi que soutienne habile bâtisseuse ma lâcheté. Entendre, utter or not, ce que tu auras dit, c'est me rendre non pas autre, mais où le temps apprend la langue de la réponse. La raison de ces lignes tient-elle à leur réseau, au savoir-faire de simili-notions, au malin talent de dessiner le champ des résistances, vraies et fausses, confession, vraie, donc fausse, ou transgression, fausse, donc vraie, bourde prédite, coutumière menace, so that beyond, in a restored nowhere, un vers s'assemble sans violence, vierge des élans arachnéens dont la prose, en moi, aiguise l'avidité. Ce qu'on devine, perle de l'intuition, s'évapore. Quant à ce qui s'avère, un soliloque avec ses affidés, cinglant des jambes de trop, des muscles de scène, le doute, élu dompteur, learning to lionize. Naïveté des murs qui pavillonnent autour d'autrui,
au secours de l'espace, il vacille. La lumière, non. Si c'est de lumière, non de rétablir, qu'il s'agit dans le noir. All-consuming, unassuming, revelation. D'amour, s'ils le peuvent, les vers s'arrangent pour trahir, quand la peur, ou son valet le culot, les compose, tirant d'un seul jeu de poumons leurs syllabes. Dites-le lui pour moi, etc. Remontrance à n'importe qui, au lieu de toi, ou si à toi, comme à n'importe quoi. Et tu, to coin a phrase, d'ameuter le décor. Punissable, nu, Bagou s'habille, Bagou s'écorche, affiche son toboso, son purgatoire, prête un serment que personne n'exige, qu'il ne tient pour personne. Or l'impavie d'amitié de l'écho. Lecture, en revanche, ouvre les mains. Elle m'oublie, je l'oublie. Que je l'avoue, elle me retrouvera. Mary, you used to say, I don't like to read, facing the face of nothing, flat on the page, leering. Aujourd'hui, le contraire va sans dire, qui dénude de terreur, ne fait plus de plaisir un costume. Tandis que moi, censé avoir lu, je mens. Mieux que ne ment, avoir lu n'a jamais été lire la mémoire. Tourner des feuilles, en infaillible diagonale. Le mal consiste à se munir. Que j'y renonce auprès de toi. L'abandon n'est réel que s'il advient. No child is born of an idol. La tentation offre au déni sa forme. Arme d'effet l'occasion, paralysée. Le vrai nous est livré s'il dégringole au fond de clairvoyance que sondent nos bras recrus. Poetry's fond of clawing back up in the right tense, alors qu'elle n'atteint l'air libre que par surprise, au moins une fois, et dit avant de dire, au lieu de retenir, nous sommes retenus par le bord de nos corps. What I contrive to miss, comme si les arbres reniaient leur ombre, as if deer, scattered and petrified, fed on their own gaze, you let in. Ce n'est pas d'un tableau que tu t'inquiètes, mais du rythme des rêves. Il arrive que je m'éveille, net et distinct, comme on ne saurait l'être, parmi les arcs, que trace ou efface ta danse. Reprendre ici, là, non moi justement, ces esprits au dépit, au détour de sa détresse. Dans le crime n'est pas moins niais que pursuit, provocation, qu'innocence. À la première personne, in French most of all, Montaigne perhaps, or Nerval, except prise et chasse se valent, également mesquine. So here I am, there, just as suitably, coming to, dans le ressac du hasard, flailing a little less, porté par un mot de tes lèvres. Donc ça c'est la première partie. On va entrecouper les différentes parties, un dialogue avec François. Donc je voudrais commencer moi par évoquer, parce que vous avez tous perçu, que ce sont des poèmes écrits dans deux langues en même temps, que c'est une part de la poétique, que l'envers toi, c'est aussi cette entre les langues qui travaille le poème, donc sur lequel moi j'aurais des questions même très pratiques à poser. C'est évidemment deux langues dans lesquelles à la fois tu vis et tu travailles, mais c'est comment est-ce qu'elles s'organisent finalement au moment de l'écriture du poème. Je trouve que c'est une question intéressante. Au-delà de ça, il me semble qu'un des enjeux aussi de ce livre, qui est donc une sorte de lettre d'amour, enfin qui est une adresse de bout en bout, à Mary, donc, qui parle, dont la langue maternelle est l'anglais, que sans doute un des enjeux de
ces poèmes, c'est comment parler la langue de l'autre sans parler à sa place. Qu'est-ce qu'on fait de cette langue de l'autre? Comment est-ce qu'elle pénètre sa propre langue, son propre corps de langue? Et donc évidemment, on n'entend pas, c'est justement pas tout à fait un dialogue à l'intérieur même du poème, même si les langues dialoguent néanmoins, parce que ne serait-ce que lorsqu'on entend comme ça les deux langues en même temps. Et pour le lecteur, c'est aussi très perturbant, parce que on comprend, une connaissance suffisante de l'anglais permet de comprendre, mais surtout on désire traduire. Et il y a quelque chose de très particulier, on est pris dans quelque chose qui est inhabituel dans notre rapport à la poésie, c'est-à-dire qu'on est tenaillé par le désir de traduire, qui est autre chose que de comprendre, parce qu'on comprend, mais on veut traduire. Et donc on a une responsabilité, et aussi quelque chose qui est de l'ordre du désir. Il y a quelque chose d'assez fort, je trouve, dans cette expérience-là, où la traduction, évidemment, est autre chose que la compréhension de ce qu'on lit et ce qu'on entend. Donc il y a cet effort supplémentaire, mais qui, moi, je trouve très accueillant pour la lectrice ou le lecteur, parce qu'on est invité à travailler, à prolonger en fait l'effort de la poésie dans sa langue, donc à refaire un trajet, et donc à penser aussi à celui qui a conduit à la langue étrangère. Donc voilà, je voulais juste dire ça pour commencer, et puis peut-être te demander d'évoquer ce travail entre les langues, si c'est j'imagine que c'est pas seulement, c'est comme ça vient. J'imagine qu'il y a un vrai travail poétique. Je voudrais peut-être ajouter une remarque pour te donner tout à l'heure. À ce que vient de dire Tiffany, je n'avais pas pensé comme ça, mais j'y pense maintenant que je t'écoute aussi, et je viens d'écouter François. Là, il me semble que la présence des deux langues, de l'anglais, fait que le français lui-même est entendu autrement. Tout d'un coup, il y a un espace entre les langues qui fait que le français surgit autrement. Et je trouve ça merveilleux souvent, ce qui se passe, en particulier, du point de vue syntaxique. Il y a très souvent, dans le français, des doubles entendres, des doubles aiguillages. Il y a je prends un exemple, dans le premier poème. Entendre, alors moi je ne sais pas dire l'anglais, je suis jaloux, donc je vais vous dire d'entendre dire comme tu dis. Entendre, note ce que tu auras dit, entendre ce que tu auras dit, c'est me rendre, non pas autre, mais où. Donc il y a là rendre un double régime. Hein. C'est ce genre de bifurcations qui sont très fréquentes dans les poèmes. Pour moi, c'est un peu comme si, c'est un des effets du travail de traduire. Quand on revient à sa propre langue, on est un peu étrangéisé par rapport à sa propre langue, et c'est un bonheur, ça aussi. Et ça, c'est très très fréquent, et la langue devient active d'une activité que je ne connaissais pas ailleurs. C'est très très singulier. Je dis son aparté parce que pour un très mauvais anglophone comme moi, il faut consulter le Haraps de temps en temps. C'est pas tout à fait du... Le Webster, ça marche aussi. Oui, merci. Donc sans du tout trop élaborer, mais une chose importante à dire, c'est que, bien évidemment, ces poèmes sont nés d'une relation, ils s'écrivent depuis l'intérieur d'une relation, ça c'est très important pour moi de dire ça. Il s'agit, beaucoup de poésie amoureuse est écrite en fait depuis l'extérieur d'une relation, n'est-ce pas? Soit qu'il s'agisse simplement de désir, par définition solitaire et pleurant sur lui-même, ou bien une adresse qui extériorise la personne à qui on s'adresse. Ces poèmes sont écrits depuis l'intérieur d'une relation, et dans cette relation, en effet, il y a deux langues, depuis toujours. Et ce qui est très important, c'est que ces deux langues nous appartiennent à tous les deux, puisque Mary est en fait est américaine, elle parle anglais bien entendu, mais elle est également francophone, et également poète, et également spécialiste de poésie française, de Mallarmé en particulier. Donc nous parlons dans deux langues, et il arrive que les rôles s'inversent, hein, que ce soit elle qui parle français et moi anglais. Il arrive aussi qu'on change de langue au milieu d'une phrase. Donc c'est ça, hein, par rapport à ce que vous disiez, c'est exactement ça tous les deux. Exactement ça, c'est-à-dire que
le français n'est plus nécessairement ma langue ici, et l'anglais n'est pas nécessairement non plus la langue de l'autre. Les deux langues nous sont à la fois même et autres dans une relation où elles bougent sans cesse. Donc c'est sûr que, alors à partir de là, les poèmes s'écrivent dans les deux langues, ça n'est pas d'une façon générale comment dire, volontariste. Exceptionnellement, il est arrivé dans le cours de l'écriture, qui est toujours très longue, très laborieuse, très corrigée, etc. Mais que quelque chose cloche, jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas écrit dans la bonne langue. Qu'il fallait en effet traduire, il fallait en effet passer dans l'autre langue pour que ça sorte comme ça devait sortir. Donc il y a eu quelques cas comme ça. Mais dans la plupart des cas, la distribution s'est faite d'elle-même, enfin, spontanément. Et après ça, en effet, les effets dont tu parlais, les effets de rime entre les langues, sont des dons du poème, enfin. C'est chaque fois une espèce de miracle. Ouais. Il me semble qu'en français, il y a dans le français tel qu'il est là, il y a une imagination langagière spécifique dans cette situation qui est la tienne. Oui, et puis autant, en effet, l'effet d'étrangérisation de sa propre langue, on le ressent assez fortement, comme parfois lorsqu'on lit aussi une traduction. Oui. Et en même temps, on voit la ressemblance des langues. Il y a aussi une très grande proximité qui est peut-être encore plus forte pour l'œil que pour l'oreille, là encore. Par exemple, j'étais curieuse, j'évoquais ça tout à l'heure, cette question aussi de lire de la poésie pour l'œil, donc il y a évidemment une attention très forte à la disposition. Par exemple, le poème, un des premiers poèmes que tu as lu, c'est le 3e poème. Je ne savais pas comment tu lirais. Oui. Moi aussi, je m'attendais ça. Parce qu'il est sur 2 colonnes, et donc on peut choisir. En fait, on peut le lire. On est quand même invité à le lire dans différentes configurations. Et c'est pas le même poème. Et on choisit finalement sa disposition. Aussi, là encore, la lectrice et le lecteur sont invités à être actifs dans la composition qu'ils font de ce poème. Et alors, pour en rester là sur cette question de la disposition ou de la graphie, il m'a frappé que le prénom de Mary apparaissait dans chaque section et à chaque fois avec une minuscule. Oui. Alors, comment dire, son nom de plume, son nom de la minuscule, c'est elle qui y tient. Comme E.E. Cummings. Exactement. Ouais. Enfin, sauf que je ne pense pas que E.E. Cummings signait ses courriels avec une minuscule. Mais effectivement, c'est quelque chose à quoi Mary tient. Elle est, administrativement, elle est Mary avec majuscule, mais poétiquement et humainement, elle est Mary avec minuscule. Alors, la deuxième partie est faite de 24 poèmes dont je lirai la moitié. Cette deuxième partie est essentiellement consacrée, enfin, elle n'est pas consacrée à, c'est encore une fois une découverte dans le cours même de l'écriture. Ce sont des poèmes qui souvent essayent de faire la part de ce à quoi il faut échapper, ou ce qu'il faut surmonter, ou ce qu'il faut dépasser en soi-même pour qu'une relation soit possible. S'il faut parler sans arrêt ni erreur, et que l'air manque au larynx, à ses fringales, à l'éloquence de l'étuve et du tonneau de pomme, s'il faut parier, comme à coup sûr, comme on coup sur son cœur, un kit syntaxique, pour trop mécanique, compas mesurant le fatras d'essence par le transport des morts, et que pâlisse le verbe, dès que rutile son nom, étoiles successives hissées, à force de croire en leurs câbles, clac, plouf, dans la poitrine, profératrice, et s'orier. Pourquoi en faire mon fiel en attendant? Parce que, famous last words, quand j'en aurai fini, ou non, et si je n'y prends garde,
être vivant se borne, corne et ivoire, juste en face, à l'angoisse, come again, à la honte, socle implacablement souple du dégoût, monté en goût. Aucun jour ne révèle aucune transparence. Prendre garde à son tour se scinde en deux confiances, projet d'alliance, du faux avec la faux, entrevue entre corne et ivoire, thicker celluloid. As long as a different dreamer didn't cross paths, unexpected, libre d'allure, sinon de cauchemar, égarée, audacieuse, unimpressed with dilemmas. De même que peur, pendue au cou du récit, polit ses seins ou ses moustaches en échange de ses gencives, et brandissant le fouet du follow-up, ou ravage ou ménage, no less cavalierly, chaque début attrape-glotte, y corrompt le son du sens. De même je, passant pour indéfectible. Fiasco se félicite et taille un montre verru dans le matu vu des épreuves. Sitôt paru, peur légifère, et nul ne se méfie d'elle entière, let alone of wooing its wearesses, ni de son adoré parèdre, co-inventeur, non moins collant ni bègue, excited both, qu'un providentiel sideshow les justifie. Alors qu'ici, rien ne suit, grave embarras de rouage. Je serai comme tu seras, sans réplique, ni supplique, trompette à quiproquo. Combler le puits de l'œil ciseler l'atmosphère, garnir d'un précipice un entrepôt, sauter de la locomotive des fondations, des tentatives mutuelles, de bel écueil et mauvais pas, pareillement saoulés d'impact. Au moins, n'entends-je plus autant la machine à lester l'ombre par la proie qu'il importait que je me racontasse 50 ans de quincaillerie, au défaut de quoi, grâce à toi, une voix vacillante, mais non vacante, since you will visit. Oh, Mary, qu'elle s'acquitte, non de sa dette immense, mais de sa subsistance. Resonance, wandering. Instead, idiot, je rebaptise ce qui martèle. Un battement de mémoire entre mérite et envie, dans mon jargon, et d'autant mieux qu'il se croit moins scandé. Un bref enfoncement de fontanelle, sous le doigt paternel, joue les tambours. Or, it so happens that you came close, que l'attention use la taie de la lucidité. Pas vu l'exquise flèche of your English ignoring those patterns of revolving approval, that every tear in the fabric, traduire n'est pas réduire, m'apprend où j'étais et m'en déprend, que je n'ai pas à m'en souvenir, mais à m'en rendre compte aujourd'hui, et que j'ai à le dire aujourd'hui. Remonter belly up à la surface, préférée grise. Le butin de Narcisse, ce qu'il se flatte de flottabiliser, scintille, selon le brio requis. Ce mort équipe la mort des plus subtils sequins. Entre gêne et fierté cligne dédain, de quoi maquiller rétine en tympan. Prier qu'un bruit survive au spectacle expose à déception enregistreuse. Je me croyais en prenant la parole. Tu ne mâches pas tes mots. Et prise, ils ne peuvent être enlevés. Entre tes dents, the threatened, out of the question, que je me vois répondre in kind. Hearing is being thrown out of mirrors, back into water, where it does not matter. Rien d'esquissé que bavard envers soi ne repasse, blunting and sharpening, quitte à s'excuser d'en accuser l'intégrité, si spontanément que je, docile vainqueur d'une montagne d'à peu près, remplisse 360 degrés
de paysage. Ditto qu'éclose un cosmos d'anecdotes, c'est pour jamais, et qu'il en meurt, et tout. Tandis qu'un souffle court, depuis toujours, en s'éprouvant court, à raison, s'imaginer durer, à tort. Amour, comprenant ce qu'il prend, se prend à rendre. Entre deux pentes, gageons la chute d'une vie contre l'aplomb de ne pas la vivre. Pour me, pourvu qu'il loge réticence, orvet de rime qu'imprime au giron de l'inquisition de Lure of Ink, ainsi de l'art s'anatomise l'enfance. Toi, au contraire, debout en manteau noir et bouquet de fleurs rouges. It's true you are a monk, mock emphasis. De fait, c'est le hublot qui chez moi fait l'ermite, pharaon de s'être levé ou contemplé fouine et queen. Yet cutting through metaphoric fibs, I am nothing if not remorse addicted. Tu ne dis rien qui ne soit dit et demeure. As definite as your love, traversant ce bout de rue. Jamais plus magnanime arrêt n'aura franchi le pas que j'encombrais de non-serment, ni changé de gorge. A memory found on your tongue demande accord de la mienne, accord dans la nôtre, et qu'il nous soit accordé de faire d'un seul jour d'autres jours, sans inventer de conditions, so that not one be met. Sans condition est le seul trait d'amour qui dorme et court dans un même nerf, comme un rire amené on ne sait d'où, mais d'où, et n'allons pas plus loin. The sill of enjoyment stumbled upon par tous les pas du vrai. The idea that our words are in trust of one another. Quoi qu'ils aient dit, pas grand-chose encore, alors que conférence gronde. Fidélité à l'accident, le disconcerting smile, un saisissant baiser, à l'insolente folie des promesses faites, de celles qui dansent, en convenant qu'elles boitent. Quand elles s'élancent, leur cran est et n'est pas le nôtre, qu'elles acceptent l'une en l'autre obscure, l'inattendu jeté entre elles deux, comme d'écrire en l'air une lettre d'autant plus vive que plus lentement lue. Fatalité d'effrayer, atome par atome. Et tandis que tonne oraison contre intrusion, l'accident passe entre les feux, de l'invisible à l'indivisible. Premier somme, I fall for it, toutes les fois que récif se découvre, flotsam, bris de coquille, éclat de présumée profondeur. Si je m'absente réellement, tu es et tu seras au départ de la mer et du vaisseau nocturne. Tiède tes jambes, éternelle leur amitié. A slower dream takes off, nous devient commun. Every startled cell tries a decoy. Mais l'ultime loyauté des courbes, correspondance, bénédiction, à moins d'en préserver le métier d'être et d'avoir mal. Je sens qu'un seul tressaillement des mains l'établit, une même amande abrite et dénude. L'empire des causes épuisé, you bypass its relics. To palaver's bones, permission and remission cling. L'empire des conditions tombées, obéir aussi caves in. Fresh out of jail me cueille le merveilleux manque offert au moindre mot par le moindre mot offert. Ineffable clivage, tenir parole sans détenir parole. Et il arrive now and then que j'élude l'empire des conséquences. Depuis qu'à l'évidence d'une équité non concertée ni prédatrice aspire l'étonnement de vivre contre ton cœur ouvert.
il y a tellement de choses, c'est tellement riche et tellement vivant. Un instant, je continue sur les langues. Enfin, la manière dont le langage est présent, en particulier la langue française, on a souvent l'impression, ça ne t'est pas propre, mais c'est très, très, très actif, il me semble-t-il, dans ta poésie, que le français s'entend lui-même aussi. C'est pas simplement à partir de l'anglais. Il y a constamment quelque chose qui réagit, qui rebondit à ce qui vient d'être dit, et qui engendre, qui est pour une part, pas seulement, mais qui est pour une part ce qui engendre la suite. Pas seulement ça, c'est jamais seulement ça, mais il y a ça aussi. Donc il y a une oreille qui écoute constamment entre les deux langues, mais aussi d'un moment à l'autre des phrases, des vers en français, je crois. C'est très très sensible, et à t'entendre lire, ça le devient encore plus, je crois. Il y a des passages absolument magnifiques, enfin tout est magnifique, mais il y a des passages que je retiens. Par exemple, j'arrache vraiment d'un des poèmes que tu viens de lire, là, j'arrache au prix de 10 joints de la syntaxe, le merveilleux manque offert au moindre mot par le moindre mot offert. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est générateur dans ta poésie. Un mot offert engendre un manque, et il faut encore un mot et d'autres mots qui viennent. Donc il y a cette activité interne à la poésie de François, qui la rend à la fois absolument évidente, on l'entend, et en même temps incroyablement complexe. Juste un mot et une question pour le coup, mais il me semble que si j'ai bien compris, si j'ai bien saisi certains énoncés, il me semble qu'il y a une sorte de... Est-ce qu'on pourrait dire un adversaire? Je ne sais pas, le récit. Il y a un moment dans ce que tu as lu là à l'instant, un moment, j'extrais, alors forcément j'arrache à la syntaxe, à la continuité syntaxique, mais peu importe. Qu'il importait que je me racontasse 50 ans de quincaillerie. Et les mots là sont sarcastiques. Il y a du sarcasme, justement, avec l'Assemblée. Pour moi, sarcasme est impliqué là-dedans. Et cette quincaillerie, pour moi, c'est, si j'ai bien compris, c'est la quincaillerie du récit. Et le récit, ailleurs, dans un autre poème que tu viens de lire, de même que peur pendue au cou du récit. Et je vois là une espèce presque d'allégorie, avec quelque chose de mortifère dedans. Ce récit que je vois, oui, comme presque une allégorie à la Durer, enfin quelque chose de menaçant, c'est le risque. J'ai l'impression que c'est ce que tu ne veux pas. Oui, donc il ne s'agit pas d'allégorie, d'accord, oui, tout à fait. Mais pas la poésie avec un P majuscule contre le récit avec... Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'était sarcastique en tant qu'allégorie. Voilà, mais effectivement, c'est vrai que derrière, il y a probablement aussi une querelle que j'ai avec cette idée qu'aujourd'hui tout se raconte, n'est-ce pas? On est en anglais, ça s'appelle storytelling. En français aussi. Voilà. Tu fais, t'exagères. Exactement, je crois que ça dit tout et ça suffit. Donc ça c'est certain, mais de façon plus sincère ou plus intime, il y a tout simplement le fait que je parlais, encore une fois, dans les poèmes de cette série, de cette deuxième partie, il y a un certain nombre de moulins de Don Quichotte, enfin de choses à travers quoi il faut passer pour s'apercevoir qu'elles n'étaient pas vraiment des obstacles, mais nous racontons tous des choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il y a un récit que j'appelle aussi un baratin. Il y a le bagou aussi. Ce qu'on se raconte à soi-même. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des récits qui sont le contraire du narcissisme, bien évidemment. Mais là, il s'agit plutôt d'un récit narcissique, de ce qu'on se raconte à soi pour justifier l'échec, pour justifier quelque chose, pour justifier de rester envers soi plutôt que d'aller envers l'autre. C'est tout. Et c'est quelque chose qui s'éprouve, bien entendu, intimement dans toute relation, et c'est aussi ce contre quoi ces poèmes sont écrits. Enfin, ceux de cette série-là en particulier, c'est certain. Voilà. Et en même temps, il y a aussi tout simplement j'en parlais l'autre jour avec Geneviève Farty, qui est ici et qui a, plus que tout autre, permis à ce livre d'exister. Comment dire, la pudeur n'est pas
une qualité à la mode. Et puis surtout quand on parle de pudeur, bien sûr, elle est morte, donc je vais m'arrêter tout de suite. Mais c'est quand même important. L'heure est à... La mode est à l'exhibition, à aller au-delà de l'exhibition jusqu'à... Et là encore, c'est aussi le récit qui exhibe. Et tous ces poèmes sont évidemment ils s'écrivent depuis l'intérieur d'une relation, mais en même temps, ils essayent de ne pas livrer cette relation en pâture. Donc il y a forcément une réticence qui est inscrite dans le... Le son, oui, enfin, c'est très frappant qu'il y a tout un effort pour en effet s'éloigner le plus possible du narcissisme. Ça apparaît comme un véritable effort de la poésie, comme de l'amour. Il me semble que là, les deux sont inséparables, que c'est ce qu'on doit à l'autre aussi. C'est comme si c'était la réponse à une dette. Et moi, je voudrais rebondir sur le terme de sarcasme qu'a employé Claude, pour dire qu'il y a aussi de l'humour. On l'entend dans ce que tu viens de citer, sur les 50 ans de quincaillerie, un certain nombre de termes qui sont mis à distance, ou même l'usage du subjonctif. J'en ai 59 aujourd'hui, donc ça continue. C'est ça. Et cet humour qui s'entend aussi par moments des formes d'allitération un peu tapageuses, enfin c'est volontairement, quoi, ça fait du bruit, qui me semble aussi venir, Michel Deguy a rappelé que tu étais 16e, mais c'est pas anodin de le rappeler, parce qu'il y a quand même la présence, on a évoqué les amours de Marie de Ronsard, mais il y a aussi la présence de Rabelais par moments dans le texte, même si... voilà, c'est pas une poésie encyclopédique ni exubérante, hein, vous l'avez entendu, mais il y a quand même ces traversées où par moments on rencontre des figures comme ça, qui sont soit des figures poétiques, proprement poétiques, soit même des figures qui viennent directement. Je pense à un néologisme que tu as, je ne sais pas si on entendra tout à l'heure, qui me semble-t-il vient de Rabelais, le Cotublépan. Catoblépan. Catoblépan. Oui, ça vient de fabriqué. Oui, c'est ça. C'est un néologisme. C'est un mot fabriqué. Ouais, oui, mais c'est pour faire venir quand même Rabelais. En quelque sorte. Mais alors ça veut dire quoi? C'est l'animal qui bouffe les pieds. Oui, donc il n'arrive pas à porter sa tête, non? Oui, c'est ça. Qui a la tête qui... Oui, qui descend, mais... Qui tombe toujours. Oui. Chez Flaubert, il bouffe les pieds. Voilà. Ah, il est aussi chez Flaubert. Oui. Oui, Rabelais... Montaigne aussi, on a entendu. Oui, et puis les rhétoriqueurs, certainement, oui. Qui sont des poètes qui me sont chers, et dont certains ont pratiqué la poésie bilingue français-latin. Oui, je pense aussi. J'ai beau essayer... Enfin, il y a cette espèce de mur entre mes activités, mais il y a probablement des choses qui passent à travers le mur, quand même. À un moment, tu parles, on va pas dire ça comme ça, mais dans le poème, il y a quelque chose autour du jeu. Je ne sais pas le poème par cœur, hein, mais tu aiguilles du côté de Montaigne et Nerval. C'est très étrange, hein. Oui, enfin, là aussi, c'est un petit peu emblématique ou allégorique. Je me méfie de la première personne, et en particulier du récit à la première personne, mais évidemment, Montaigne et Nerval n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais pour moi, ce sont deux premières personnes réelles, authentiques, pour des raisons complètement différentes. Alors qu'il y a beaucoup de fausses premières personnes, ces deux-là sont des vraies. Troisième partie. La troisième partie est écrite à la deuxième personne. Justement, alors évidemment, quand on écrit à la deuxième personne, il y a quand même une première derrière, par définition, mais ou devant, ou enfin, quelque part dans le paysage. Mais voilà, cette première personne essaie de ne pas être trop là. Mary, walking under one serious sky, one massive July sky, with both souls, mind as body, willing. Non pour atteindre, pour te laisser rejoindre. The cliff's edge is where somewhere
was built. Que la route entraîne ou traîne après elle les pierres d'invisibles murs, l'instant suivant, one same sheer drop, reste à ne pas franchir des reins, ni de pensée forcée d'avancer. Aucune cible n'attend au bout de l'assentiment. Fatigue fait la roue, inattention attire. Mais ce dont on est coupable ou victime n'est pas ce qui te garde entre ces haies calcinées, ni face au haut le cœur promis. I'm from Arizona, risé en guise de gage au repérage de la bienveillance, alors que partout en toi claque the sail of unbelonging. N'étant pas né ici, ailleurs aussi t'impatiente avec son collier d'aiguilles. Tu es venu, mais nu et de nulle part. Without pictures, no word listened to fails to disorient. Ni séjour, ni exil n'en dispose. Il y a le rêve, il y a l'écrit, libres l'un de l'autre, l'un par l'autre. Comme un pronom s'échange, its burning core unsaid, if not unscathed. Back in the day was called, and called again. Maintenant sa lueur monte, meurt et monte, along with the oath of candlelight. Ce n'est pas le mal qui s'étire dans le rond de la cire, ta main, dreaming still, tendue au frêle éclair de l'écoute, ce n'est pas l'éclair qui l'éveille, ni l'industrie des frayeurs qui bat dans ce moment sans borne. One swaying ash tree after the other, allié à l'air, l'esprit délié de son lacis de coude, s'abstient d'accourir au-devant du déchiffrage. One tiny leaf dances, entre deux faces, la plus et la moins claire, afin qu'un frêne après l'autre se donne à disperser à la lumière. D'un vœu ancien, longé, non pas rongé, par la lenteur de l'eau qui coule, rien ne s'observe, tant les branches se pressent, leurs épines se précipitent. Tout s'accomplit. La pluie de fleurs, l'immobile cinéma de trois carapaces, a cautious waiter's limp, l'impudeur des parfums. Et de si loin que tu viennes, le chemin ôte le souci de suivre, du soin d'accompagner. Prison n'ayant qu'un mur où prévoir une issue, besoin, bent on fumbling, fakes a precious key, even though, where time actually flows, il n'y a pas de porte. Tu le sais bien. Besoin n'en sait rien. Il en faut pour qu'elle cède. So that, comme si l'origine ou son cortège rattrapait jamais l'horizon, l'addition la perte, à le corridor's end saute aux yeux la trouvaille du suivant. Alors que de l'étendue où tu voyages, labyrinthe flee. De l'illusion qui se hait incarne le plus bref assaut. No wound is left, salt, no dressing free. Ainsi te blâmes-tu de susciter tel adroit twister qui ramasse par réflexe, puis par calcul relâche. La nuit avance ses raisons de crier. Tangible carnage, à quoi s'accoupler, à moins qu'autrement pressenti l'ombre n'éblouisse in the vicious shape of a wish. Likewise, in the shrill uprightness of sunlight, trepidation patauge et charge les noyades du jour de contenir l'idée de fleuve. Combat de masques. Leur ressemblance est telle that you gag and almost can't see that each other's chin is what they are after. Ni qu'ils n'auront pas une fois pressé leur suante exactitude against the face of time. Capable de justesse, incapable de justice. Feeling is their mutual curse. Rien n'est à reconnaître sous leurs coupantes paupières, ni à confier sous le sceau de leurs lèvres. Accuracies. L'une fond sur l'espéré, l'autre à l'esprit latin,
pour extraire d'identique perfection ce dilemme. Or, tu n'hésites pas entre ce qui tient ou fuit par l'ossement des tempes et la solidité de l'eau. Of all that is given, ce que tu prives de rive et des encombres d'allégeance te reste à héberger comme un enfant se défaisant de ta chair entière, procède du monde entier, entre établi et aboli passe le temps. Sa mémoire est si profonde que tu peux l'oublier sans la perdre, l'approcher sans l'emprunter. L'échec, pour tenace qu'il soit, le twang de la mort raidissant les liens qu'elle noue, no snipping there, just tightening les lignes de dialogue entre un nouveau-né et le sac de ses cendres, the tattered knit of dependence, tu connais cela, tu l'apprends, et souffrance après souffrance, tu le dépouilles, comme un maillot d'opinion. Tu n'as jamais été au centre des choses, à leur prêter des cordes, ni elle au cœur uni de l'Avanie. C'est d'un souffle que tu le sais. Un jour se lève, perclus. Un jour ne se lève plus. Un jour s'applique le lignement de la Libye. Ensemble, ils annoncent la suite, la fluidité des suites. They can sense it, and that is how a week's living chokes by. Une chose est de s'en aviser, autre de s'en diviser, autre encore de s'en accuser. Tu as beau te découvrir cerné by ravenous hours, not only do they veer off your writing's trail, mistaking sight for sign, but of their scaring around, nothing snares you. Truth is, you can always tell, d'entre les faux présents, avec leurs incessants tours d'endurance, celui qui vit sans représailles. You have the nerve to know the names, how they sing, how different they sound, et dans quelle ignorance tu saignes à leur contact. Since to love is to love in time. Aimer dans le temps, l'inflexible gardien des surprises. Where memory is lying, credence settles and struts. When it is not, addiction squirms. D'avoir vu naître nu et du futur la loi de l'indéniable, la stupeur parle mieux que la peur. Those fangs, a moment dons, my feeling earned. Évidence, not evidence. The tally won't begin to nail, neither will a tale. That, for want of any term via which, anywhere past the ever so graphic scandal of scars, a seamless edge is felt. L'envol, sans le présage. Au fond des yeux rouverts, decision greets desire. L'enfer se ferme, où en esprit défilent sous d'autres noms des morceaux de ton corps qui furent d'accord pour que le tien seul, be defiled in your mind. L'enfer se ferme, very softly, since it never even had a door, à l'instant où reconnaître oublie et trouve l'autre nom de ton corps, celui qui fut d'abord le tien, sans l'être seul. Love va vite, plus loin qu'amour, mieux livré, moins épris de soi, uncluttered by like and unlikeness, l'absolu, l'absous, one word, autrement dit, par abandon à la réponse. Rien ne précède le bruit de leurs syllabes embrassées, tant d'amour en langue, vite vient love. Si la joie entend vieillir, la mort n'est pas sa mort. Beware the hectoring heft of the next wall. C'est sans été ni fait que s'élève what is unleft of love, non ce qu'en planifié pour qu'il retombe by fiat dans son enfance difficile. But to be still as you are, indéfectible envers ce qui est donné et que tu manques the most, appartenance réciproque des mots, envers ce qui doit s'être écrit comme éloigné, non par espoir qu'une parole amount to anything like children. Eux sont libres de toi puisque tu n'es pas libre. Elle, au contraire, puisque tu l'es. Et qu'au parfait mutisme de l'énigme,
ne s'adresse pas une de tes pensées. They are found words and unbroken attention. Donc là, vous avez entendu l'ensemble, toute la section 3. Et une chose me frappe, juste de toutes petites remarques très simples, c'est que la voix, la lecture, réintroduit une forme de durée, une forme de continuité qui est absolument absente, parce que c'est une poésie qui se caractérise beaucoup par l'enjambement, le rejet, la coupe. Et je remarque qu'à part à quelques petites exceptions près, lorsque tu lis, tu supprimes cet effet. Et je voudrais savoir pourquoi. Et il y a une autre chose qui me frappe beaucoup, qui frappe beaucoup à la lecture, c'est qu'il y a énormément de parenthèses. Les parenthèses souvent qui justement enjambent le vers, créent le vers, comme une sorte de voix off ou une troisième voix ou quelque chose de le utcher peut-être, qui est au début, quelque chose de voilà. Or, là, de la même manière, quand on les lit, on a l'impression qu'on les lit un peu autrement, et c'était pas non plus perceptible à la lecture oralisée. Donc voilà, ce sont des choix, bien sûr, et je voudrais juste... C'est une très bonne question. Oui, deux réponses contradictoires. La première, c'est par, comment dire, facilité, lâcheté, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas l'expérience de ce genre de choses. Et il faudrait, comment dire, un talent de la mise en voix qui excède totalement les capacités pour essayer de reproduire ou de tenir compte des coupes d'une manière qui ne soit pas mécanique ou artificielle. Ou alors il aurait fallu que j'y travaille beaucoup plus que je ne l'ai fait. Donc ça, c'est la première réponse. C'est tout simplement une solution de facilité. Et je ne vais pas le dissimuler. Certaines personnes m'ont fait remarquer que du coup c'était plus facile à comprendre, ce qui est probablement vrai. La deuxième réponse est contradictoire en ce que, en même temps, je crois qu'il est normal et inévitable qu'il y ait un écart entre l'écrit et l'oral. C'est particulièrement net dans la première partie, comme tu l'as dit, puisque les poèmes de la première partie sont visuellement disposés sur la page. Mais c'est vrai de toute poésie, je crois, c'est-à-dire que c'est vrai que d'un côté, il faudrait essayer de réduire cet écart. On peut faire un effort honnête pour réduire cet écart et transmettre à l'oral ce qui se lit visuellement. D'un autre côté, je ne crois pas que ce soit un drame s'il y a en effet cette double lecture possible. C'est aussi une découverte pour moi-même. Je veux dire, les coupes sont le rythme de la création, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. Je n'écris pas des longues phrases pour ensuite les couper en rondelles. Ça se passe comme ça. Mais en même temps, c'est vrai que le résultat peut se déplier. Et donc, c'est pas vraiment une réponse. Et c'est vrai aussi d'un poème à l'autre. Oui, alors dans cette partie-là, il y a en effet... la table des matières le dit, c'est-à-dire qu'il y a des poèmes que rien ne distingue, ils n'ont pas de titre, mais ils font plusieurs pages, le découpage. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs découpages possibles. Il y a un art de la coupe qui est quand même très très perturbant et bouleversant aussi quand on lit le recueil. Il y a du souffle coupé aussi. C'est ça, parfois, je disais à l'intérieur d'une parenthèse, parfois c'est un mot qui est coupé, ou parfois ça perturbe aussi le rapport des deux langues. Il y a des mots, on ne sait pas dans quelle langue les lire. Par exemple, tu as lu prison, mais on pourrait très bien lire prison. Absolument. Il y a des moments, on l'a entendu à un moment, évidence, no evidence. Mais il y a des moments où effectivement, comme on a l'habitude de passer de l'anglais au français, c'est juste une différence d'accent qui distingue le mot en français. Parce que, bon, évidence et evidence sont des faux amis, on sait, mais il y a parfois des mots qui sont équivalents, qui ne se distinguent dans les deux langues que par la présence de l'accent. Mais quand on lit,
on oublie. Enfin, on lit le mot dans deux langues, en fait. Et tout ça sont des choses qui, évidemment, lorsqu'on oralise, on fait des choix. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai trouvé très beau parce que c'était une autre histoire, c'était une autre poésie, c'était une autre expérience du texte. Cela dit, la troisième partie était effectivement... l'image qu'il apporte, c'est cette marche, Oui. Mary marchant. Voilà. Et donc c'est ça, c'est tout simplement suivre son mouvement. Oui, parce que justement, ce qui m'a frappé dans cette troisième partie, c'est qu'il y a des questions de temps, quand même, de temporalité, de rythme. Et que là, pour le coup, c'était la lecture qui le restaurait, qui l'instaurait. Oui, tout à fait. Comme s'il y avait besoin quand même de la voix aussi, dans cette adresse, puisque là, c'est une troisième partie où tu, dans cette adresse, la voix est quand même présente, indispensable. Et en même temps, c'est aussi dans cette partie qu'il s'agit de ses propres écrits, de ce qu'elle écrit également. Oui. Donc, Et d'ailleurs, là aussi, moi, j'ai entendu, alors que je ne l'avais pas lu, parce qu'on entend les rêves, l'écrit. Ouais. Et quand on l'entend, on entend l'écrit aussi. Ouais. Alors que quand on lit, ça, on ne voit pas. Oui, l'écrit, le rêve, ça fait référence L'écrit en un seul mot. au poème en prose que Mary écrit qui s'appelle Dreamscapes. Exactement. Dreamscape, c'est là. Oui. Mais dans ce passage, en effet, pour nous deux qui avons lu le livre, c'est une expérience de t'entendre lire vraiment. Dans cette partie, il y a des poèmes à moitié, quelque peu séparés, mais comme tu dis, la marche, en effet, il y a une traversée, une marche, qui fait que les poèmes s'effeuillent les uns après les autres. Par exemple, One Tiny Leaf Dancing, entre deux faces, la plus et la moins claire. Donc on voit le feuillage qui bouge, comme les feuilles du livre, presque. Entre deux faces, la plus et la moins claire, afin qu'un frêne, après l'autre, se donne, c'est la marche, en effet, à disperser la lumière. C'est un merveilleux petit poème très court qu'on effleure au passage, comme ça, c'est ça aussi. Et il y a donc Frêne dans ce poème-là, et celui qui est en face, c'est Ashtray. C'est la même chose, sauf que ça sonne pas pareil du tout, puisque Frêne fait penser à un tas de choses, et Ash fait penser à d'autres choses en anglais. Et surtout que les centres sont d'ailleurs aussi. Moi, je propose qu'on propose aussi aux personnes qui sont à la salle, si vous voulez poser des questions. Comme ça, on terminera sur la lecture sans en parler après. Donc, il y a sans doute peut-être d'autres personnes qui ont lu, ou qui ont des questions, ou qui n'ont pas lu et qui ont des questions. L'anglais fait quelque chose à la langue française, en effet, vous l'avez tous très bien dit, et ce qui me frappait plutôt à la lecture, quand vous écoutant, c'est l'anglais hache la phrase et les monosyllabes ont une importance particulière. Et donc il me semble que la langue française devient hachée à son tour, elle devient monosyllabique d'une certaine façon, et derrière ça il y a peut-être un modèle, c'est un professeur d'anglais, Mallarmé, qui a haché la phrase « à la nuit, à Cablan », et je trouve que tes vers ont ce rythme-là, de monosyllabes, qui ne sont pas dans la musique ordinaire de la langue, mais ça vient de l'anglais. Et spécifiquement du saxon dans l'anglais. Parce qu'il faut oublier que l'anglais est lui-même une langue double et que, évidemment, pour un francophone, ce sont les mots latins, c'est en fait les mots français, y compris les faux amis, qui servent de balises, de bouée, d'encre d'amarrage. Et il y a toujours un synonyme germanique qui est souvent plus court et avec des consonnes plus brutales qui fait le travail. Voilà. Donc, je ne peux pas me défaire de cette espèce de fascination exotique pour les sonorités les plus étrangères, évidemment, à celle du français.
dans la langue anglaise. Mais tout à fait, ouais. C'est-à-dire syntaxiquement aussi, comme on sait, l'anglais a une liberté grammaticale qui n'est pas la nôtre. Et donc ça sert à organiser des courts-circuits, à éviter le déploiement de la quincaillerie. Je peux poser une question, moi, non? Je peux me mettre dans le public et puis non, faut être gentil avec moi. Non, je veux dire, tu as parlé tout à l'heure, tu as employé le terme d'adresse tout à l'heure, si j'ai bien entendu. J'avais envie de te poser des questions sur ça, envers toi. Évidemment, on pense au geste d'adresse. Mais j'ai eu l'impression que tu employais le terme d'adresse de façon plutôt... tu tendais plutôt à écarter ce geste d'adresse. Ou est-ce que je me suis trompé? Je t'ai mal entendu peut-être. Parce que moi, je me pose toujours il m'arrive de me poser la question, en lisant certains poètes, d'un battement entre l'adresse à quelqu'un qui est nommé, c'est le cas ici, qui constitue véritablement un pôle dans les textes eux-mêmes, et la destination du poème, qui est, elle, disons, indéfinie, indéterminée vers l'anonymat. Et il y a quelquefois une palpitation entre les deux qui me paraît créatrice. Est-ce que tu accepterais ce genre de... Oui, tout à fait. Enfin, bien évidemment, ces poèmes sont adressés. Ils ne sont pas qu'adressés. Ce que le titre dit, effectivement, envers toi, c'est à la fois à toi et autre chose. Encore une fois, c'est écrit depuis l'intérieur d'une relation. Donc il ne s'agit pas du tout, évidemment, de nier ce caractère adressé, mais simplement de dire que il y a toutes sortes de poésies, en particulier amoureuses, qui s'adressent, mais qui s'adressent à une idole, qui s'adressent à un piédestal. Parfois c'est l'idole, parfois c'est juste le piédestal de l'idole. Qui s'adressent d'une façon qui est en quelque sorte téléphonée, quoi. Et donc là aussi, il ne s'agit pas de dire que j'ai écrit ces poèmes avec, comment dire, la conscience de danger à éviter. C'est simplement que c'est comme ça qu'ils se sont écrits. Il y a évidemment des poèmes absolument magnifiques qui sont complètement adressés à une personne aimée, ça va de soi. Il y a aussi des poèmes absolument magnifiques, mais dont la façon dont ils sont adressés me gêne. Voilà. En tout cas, c'est pas celle que je voudrais reprendre à mon compte. Mais il y a donc quelque chose de spécifique dans ta situation poétique, c'est que tu t'adresses à quelqu'un qui est poète, qui est poète, c'est présent. On l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit, c'est présent. Et c'est aussi c'est autrement que dans l'adresse conventionnelle, en effet, une source poétique pour toi, une autre source, une libération de poésie. Oui, tout à fait. Et pour reprendre ce que disait Jean-Nicolas, il se trouve que Mary est donc une spécialiste de Mallarmé, poète évidemment que je lisais avant de la rencontrer, mais Mallarmé m'est revenu via l'américain de Mary. Mallarmé est devenu un poète américain pour moi. Et non seulement ça, mais un poète de l'Ouest américain, ce qui n'est pas non plus... Il vient de l'Arizona, c'est ça qu'on a dit. Puisque Mary vient de l'Arizona. Oui. Il est né au Mexique, il vient de l'Arizona. C'est une citation de Mary qui est dans le texte. Oui, c'est un petit peu un private joke, parce que Mary, qui a quitté l'Arizona pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'ai pas besoin d'entrer, mais elle dit volontiers ça, I'm from Arizona. C'est une façon de dire je ne suis pas celle que vous croyez. Moi j'ai une question. Le dosage français-anglais, est-ce qu'il est contraint? Parce que tu as quand même notamment des lecteurs qui sont francophones. Est-ce que naturellement tu aurais mis plus d'anglais par exemple? Non, non, c'est une question importante. Encore une fois, il n'y avait pas de programme. Hein. Ça s'est écrit dans les deux langues parce que ça se passe dans les deux langues, parce que cette expérience, cette poésie n'est pas concevable autrement. Mais évidemment, je me suis posé la question. Par exemple, une question que je me suis posée, c'est que si j'avais vécu 35 ans en Estonie, avec une Estonienne, est-ce que j'aurais écrit pour publier
chez Belin. Belin n'aurait pas pris, mais c'est une bonne C'est quand même Bah, une Michel, très comme belle tu y idée. vas. Pourquoi pas? Non, parce qu'il n'y a pas de lecteur d'Estonie à Paris. Mais lui aurait fait le livre. Moi, je pense que... Bien entendu. Voilà. Mais Et- par exemple, est-ce qu'il est envisageable ce serait envisageable de publier aux États-Unis comme ça, sans le traduire? Je ne sais pas, ça faudra. Les éditeurs de poésie sont des éditeurs fous par définition, donc tout est possible. Non, mais pour revenir à la question que tu posais, c'est. D'un côté, là encore, il y a deux réponses qui sont sans commune mesure. La première, c'est que ça s'est fait. Il se trouve que je vis aux États-Unis, que Mary est américaine, que nous parlons ces deux langues, donc ça s'écrit dans ces deux langues, donc très bien. Mais en même temps, c'est pas forcément un hasard si ces poèmes bilingues, c'est que l'autre langue est une langue qui est la langue dominante de l'époque d'aujourd'hui, ce qui, du côté de la réception, quelque part, facilite les choses. Un plus lien, quand même. Plus lien dominante. Voilà. Et donc, mais ce sont deux ordres différents. Je sais pas. Pour revenir à la question de l'Estonie, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse honnête à cette question. Voilà. Il est certain que j'aurais écrit des poèmes en français et en estonien à la fois, mais ce que j'en aurais fait, ça, c'est autre chose. Ça aurait été un résultat étonnant. En tout cas, c'est vrai, j'évoquais la question de la traduction qui nous habitait quand on lisait ce recueil. En même temps, c'est un livre qui, du coup, interdit la traduction. Je me suis... Il a à la fois le ménage tout le temps, mais qui l'empêche aussi concrètement. C'est sûr que s'il fallait traduire ce texte dans une troisième langue, il y aurait des choix difficiles à faire. Je sais pas, oui, c'est Quelle langue traduit-on? Oui. Et puis on perdrait ce que raconte ce voisinage-là. Donc ce serait une toute autre expérience de poétique. J'ai envie de poser la question à des Coréens pour voir ce qui se passe. Bon, alors, je vais le faire. On dit la fin? D'accord. Donc la quatrième partie est un peu différente des autres. Les trois autres ont été écrites lentement, avec en effet beaucoup de reprises, de corrections. Et la quatrième partie est plus lyrique, si vous voulez, elle s'est écrite plus vite. Elle a aussi beaucoup changé à travers des corrections successives, mais à un rythme plus rapide. Donc c'est aussi dans le mouvement, mais c'est pas le même mouvement que la partie précédente. Et elle a été publiée dans tous les... Elle a été publiée dans Poésie. La moitié de la deuxième partie a également été publiée dans Poésie il y a quelques années. Mary, si la tendresse était sœur de la foudre, elles auraient toutes deux ton regard. Non celui souligné du récit qui se tait, mais celui saisissant des paroles passant et honorées par toi. Every time, for the first time. No pattern, no padding. Or, les heures de terreur où la terreur, l'original arrachement de ton cœur, dicte sa loi, rien en toi n'est dicté. Tout est reçu. Tu ne possèdes rien de ce que tu prononces, ni rien qui t'en dispense. Le sens n'est pas distinct de l'offrande. L'enjeu n'est pas nommé selon l'épreuve. Provisoire assertion qui n'est pas dans les choses, pas dans les mots, much less dans le congrès qui fait s'asseoir en rond. Six clues, expression, distraction, surveillance, autour de l'événement. Mais ce dernier, marrying us to birth, then death, hardly figured out. En réponse à l'essai, à l'inaudible usure des griffes de l'essai, a cracking bolt, and more power to the cliché, déchire, avec l'empire du vivant accablant le vivant, le contrat du très mal entendu. Ainsi, ce dont jamais tu ne t'estimes averti, ni excusé, à ton exemple je m'en laisse surprendre, et fût-ce par erreur, en lâchant la béquille de la honte. Tu es venu me dire, et dans le temps remis en vie by what you meant, the notion had not crossed my mind,
Pas un instant depuis l'instant mensonge, escroc de la première conscience et de celles qui suivent et me suivraient jusqu'à la mort dans leur imperméable. J'ai à tenter de désapprendre, à éviter. Éviter. De véritables villes désormais s'élèvent sur le gazon de ce concept, s'étalent sur cette obèse tête d'épingle. De même on environne des boulevards de l'esquive la nudité vraiment nue, jamais vue, moins que jamais touchée. Quelle insultante manie que d'avoir à prévoir un territoire. Dès qu'il s'agit pour la sagesse, devant qui? De se vanter d'obvier. Or the forehead of hindsight, are the psyching of sightseeing to it, nothing to it, except a kabuki of fear. Entre deux langues, on entrevoit parfois ce qu'il en est des entrefaites. La maison croule, d'en être une, d'être là sur ses pattes de poule, à prendre l'ouragan pour un garage, l'incendie pour un grenier. Les titres de l'acquis et du conquis, combien de fois les décerner? Longtemps, j'ai fait semblant de croire, et crois encore faire semblant, disposé pour en vivre, all incentives lined up, de quelque chose à dire. Non seulement le baratin survit à tout sur terre, mais son nec plus ultra sera, who cares in what language, to outlive Earth itself. So, there, anywhere, we are. Paying dues to the orphan club of something or other to say, attempting to calm down so that we may talk through, not very good at it on this dying surface. Despair is not a depth, not even a weight. It's the new skin, very thin, plasticky, moderately sticky. The put on we slip in by reflex, lest we hear, lest we walk, where, trembling all over, all of us, shivering, in the coarse desert sun, we may be found, as if at birth, and not dead yet, although only difference where we soon will be, and just as thirsty. And the fact is, ce n'est pas là, mais dans le premier faux désert venu, pas vraiment nu, entre deux mues, feeling out of sorts if not who, me, of tricks, qu'à la fin des années 80, je te rencontre par miracle. Représentant en défis et dilemmes, quand je livre les ailettes que j'y accroche pour qu'elles tournent en ronflant sur leur axe, muni d'un stock d'acharnement sous un couvercle aisé à dévisser. Cet équipage de trucs à la Duchamp, tu t'en enquières en souriant dans l'atmosphère semi-formelle du Mason Christopher. Nor do you need to grin pour qu'il commence à grincer par absence d'âme et mette un nouveau point d'orgueil à se disloquer. I'd need some of your recklessness pour renoncer à l'inventaire. Il y a tant de souffrance en toi, so material, so present and confining, et dans sa mise à nu si peu de cérémonie, que je n'ai pas compris tout de suite d'où venait, comme s'il fallait qu'elle vînt de quelque part, en vers, qui se vendent, à qui valide, for a living, as well as for life, l'exhibition des contradictions. Cette tranquillité vitale. Américaine, non plus. De toutes les réductions, la culturelle est la plus morne et mollement réduite. Les raisons sont assez nombreuses et les façons de morceler pour ne pas leur ajouter l'art des ciseaux qui se font à eux-mêmes les gros yeux en découpant le dessiné. Ainsi me flattai-je de conserver les miens, curieusement inémoussables, passés sans défaillir de mes ongles jaillissants d'infance à mon scalp vieillissant. Mais toi, la réciprocité des tourmentes indiffère. Leur vanité déclenche ta colère. Si je savais raconter cette histoire, je la perdrais séance tenue dans le dédale du je savais. Pour en sortir, il faut n'avoir rien à perdre, au sens noble et littéral, où ville et figuré, c'est selon du terme. Ni le fil, ni la mise en récit. Faute d'un tel courage ou calcul, reste à laisser ce qui advient. Sur le fuseau de l'advenir et lui seul, former à sa manière inexpliquée la matière de ses vers et d'eux seuls. Car même en poésie, n'en déplaise aux fétiches qui m'agitent, vivent et meurent en nomade, all the reasons to say, ceci, cela, non moins justement. Entre quoi n'omet pas de choisir, en s'épargnant la pantomime du choix, un poème à écrire et lui seul, né dans l'un ou l'autre esprit. Et si je m'en dédie, rompu au manège de la peur, chemise douce à la peau, farine au visage,
La réussite en cours exalte en tout moi le sophiste. Incite les doigts de l'hypothèse à retourner encore une carte, la dernière, je le jure, illisible. Un orphelin de plus salue l'identité de patience et panique. So what? The same fingers will now pedal the allure of drumbeat. My table sports the exact right amount of hollowness. J'ai beau changer d'épaule ma demi-habileté, relire ce que je n'ai pas lu, count the even odds, smell a fetching coffee, il est trop tard pour que l'enchantement pulvérise l'opération. Fin de l'opération, I wish. No way. Reste à ne plus attendre d'être meilleur pour devenir meilleur. I owe you as much. Even though it's not on your own behalf you ask, you will never get used to saving me in the flinty syntax of understanding. Pour écrire ceci et seulement ceci et finir de l'écrire, il faut que je m'arrête des quatre fers en plein orage. Quand la poussière de pluie retombe, multicolore perle sur nous, et que nous clignons du même œil, toussons de la même gorge. Puis un éclair s'invite en plaisantant, monumental. Et le ciel après lui s'agrandit, as it does where you're from, l'absent de tout mesquite s'y est levé. Un galop de soleil fait briller tes cheveux ou tes larmes, me guide à travers les miennes out of Hollywood country, to this very room, où il suffit d'une allumette minutieuse pour que tu suives et sauves. An actual trail of voices. Anything else? Ah yes, le son de ce tender and self-marking laughter, venu à mon secours, celui que tu portais en manteau noir et bouquet de fleurs rouges, in the darkest afternoon of a brutal February, as you gave me a chance, avec ma chance, both of which I unfailingly missed. Mary, how you laughed that day. The sort of day you dare every day. Le genre de jour qui dure le temps de notre vie.